on va très rapidement sur la situation des Houthis, parce qu'il y avait une question explicite là-dessus de la part de Vincent qui nous écrit cette semaine. Bonjour Benjamin et toute l'équipe de 7 jours sur Terre. J'aimerais grandement vous entendre cette semaine sur l'escalade du conflit armé entre les États-Unis et les rebelles Houthis en mer Rouge et au Yémen qui dure depuis des mois et qui semble atteindre un nouveau niveau cette semaine. Absolument. Je trouve que la communauté internationale a été beaucoup trop patiente et a fait preuve de laxisme face au terrorisme qu'on fait subir au terrorisme, au commerce maritime mondial. C'est pas Vincent, c'est moi qui ai mis les caractères trop petits, pardon. Il était grand temps, selon moi, qu'on s'attaque à ces terroristes soutenus par le Liban, le Hezbollah et le Hamas. Et encore, je penserais même la deuxième vitesse avant que ça dégénère davantage. On est rendu trop passif et on laisse trop de temps et d'espace à ces organisations qui devraient être éradiquées. Au plaisir de vous entendre sur ce sujet. Effectivement, une montée du terrorisme au large du Yémen, à l'ouest du Yémen. On sait que les Houthis contrôlent la région. Les Houthis, un groupe rebelle chiite soutenu effectivement par l'Iran, par le Hamas, on pourrait dire aligné plus que soutenu par le Hamas, étant donné que les liens directs entre les deux sont assez limités en dehors du fait que tout le monde est aligné avec l'Iran. On partage tous des liens avec l'Iran, mais entre les acteurs individuels, plus ou moins. Même le Hamas, le Hezbollah, on a vu, on se parle pas beaucoup. Les Houthis parlent très peu au Hamas et parlent très peu au Hezbollah. Plus un peu au Hamas, parce que les Houthis voient Gaza comme un peu une injustice qui découle de leur responsabilité. Là-dessus, il faut aussi mettre en contexte l'importance de l'Iran. Les Houthis sont d'abord et avant tout une extension armée de l'Iran. C'est probablement la dernière qui est opérationnelle en ce moment. Après la chute du Hezbollah, après la neutralisation du Hamas, et on annonce maintenant une nouvelle invasion, après qu'on ait cassé les roues de l'Iran d'une certaine manière avec des bombardements multiples sur le régime qui n'ont jamais vraiment été répondus de manière sérieuse. On avait aussi couvert tout ça à la revue de presse. L'Iran se retrouve vraiment avec un paquet de cartes où il ne reste plus grand-chose. Une des dernières cartes à jouer, c'est l'influence des Houthis au Yémen pour mettre de la pression sur les Américains, pour mettre de la pression aussi sur la communauté internationale. Pour résumer rapidement, énormément de passages de commerce maritime qui passent par le Yémen. En fait, on est directement sur la route du canal de Suez. Et ce que ça cause comme problème, bien sûr, c'est que ça perturbe les flots maritimes, ça fait augmenter les prix des assurances. À mesure où on a des attaques par les Houthis, vous avez même des groupes de transport international qui décident de contourner carrément le canal de Suez et d'aller ailleurs. Ça, c'était un peu prévisible dans le contexte où, justement, l'Iran n'a plus vraiment de cartes à jouer. La dernière option qu'elle avait, c'était de solliciter les Houthis pour améliorer sa posture. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle fait. Les Américains, hier, pour vous mettre dans le contexte de cet événement récent et pourquoi on parle d'escalade, les Américains, un porte-avions a été attaqué de manière assez substantielle, disons-le, par les Houthis dans la nuit d'hier. Et immédiatement, les Américains ont réagi avec une attaque de leur propre corps sur, nous dit-on, des infrastructures Houthis, notamment des infrastructures médicales. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils cibleront les Houthis jusqu'à ce que le groupe yéménite retire sa menace sur le transport maritime en mer Rouge. Les rebelles Houthis ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire de la marine américaine, la qualifiant de représailles aux frappes américaines au Yémen. Un porte-parole des Houthis a déclaré lundi que des combattants avaient lancé 18 missiles et un drone sur le porte-avions USS Harry Truman et ses navires de guerre. L'armée américaine a indiqué avoir continué de cibler le groupe cette nuit. Il est important de comprendre quand même les propos qui ont été rapportés ici. On nous dit on a lancé 18 missiles et un drone sur le porte-avions USS Harry Truman. On n'a pas d'impact. Aucun impact relevé. Et ça arrive très souvent. Quand on nous dit qu'il y a eu une attaque, on a visé, on a lancé, c'est que probablement l'entièreté de ces projectiles ont été interceptés par les contre-mesures américaines, soit sur les escortes, soit directement sur le porte-avions lui-même. L'armée américaine a indiqué avoir continué de cibler le groupe cette nuit. Il s'agit de la deuxième frappe contre la marine américaine revendiquée par le groupe pro-iranien au cours des dernières 24 heures dans un contexte de recrudescence soudaine des hostilités. À mon avis, ce que tentent de faire les Houthis, c'est d'obtenir un deal, d'obtenir une entente avec les Américains. On voit clairement que les Américains négocient par le feu, négocient par la transaction, surtout l'administration Trump. Et depuis un certain temps,
les attaques s'étaient calmées, spécifiquement contre les navires américains. On avait encore des attaques contre Israël, on avait encore des attaques contre le shipping international, contre les transporteurs internationaux, mais spécifiquement, les Américains avaient un peu plus la paix. Semble-t-il que les Houthis avaient compris que ce n'était pas dans leur intérêt et que chaque fois qu'ils attaquaient les Américains, ils se faisaient retourner x10 leur offensive. Maintenant, les Houthis semblent plutôt tenter de sécuriser une forme d'alliance avec les Américains. Parce que chaque fois qu'ils frappent un navire des États-Unis, ils se feront frapper en échange et vice-versa, et on se retrouve avec cette situation d'escalade. Pourtant, tout ce que les Américains veulent, c'est avoir la paix. Ils se sont déjà engagés qu'ils n'allaient plus défendre les passages maritimes internationaux. Ils ont déjà dit que si jamais des navires français ou britanniques se faisaient attaquer, ce n'était pas de leurs affaires. C'était des affaires des Français et des Britanniques. Naturellement, ce qu'on risque de voir, c'est que les Houthis vont négocier une entente avec les Américains pour les normaliser sur leur territoire, si on veut, permettre aux Houthis d'exister sans dire en paix, mais disons sans trop de perturbations. Et de l'autre côté, les Américains vont tout simplement pouvoir faire leur trafic maritime à eux dans la paix. Le point d'interrogation, c'est Israël. Parce que les Houthis, étant bien sûr une extension de l'Iran, ils ont été très clairs que tant et aussi longtemps qu'Israël bloquait l'aide humanitaire vers Gaza, il allait continuer d'y avoir des attaques. Donc le message subtil, c'est sur la question israélienne, on va faire de la nuance. On est peut-être prêt à négocier avec les Américains, on va peut-être prendre un deal avec les Américains, ce serait clairement dans notre intérêt, mais Israël, il y a encore toute cette question idéologique, confessionnelle, bien sûr, de défense de Gaza. Alors, sur la question spécifique, à savoir, est-ce qu'il est le temps de les éradiquer, de les éliminer ou quoi que ce soit, je vous dirais que c'est extrêmement optimiste de parler d'éradication pour ce qui est d'un groupe comme notamment les Houthis, qui non seulement ont l'appui de l'Iran, mais aussi, on relève maintenant un nouvel article qui nous vient de la CIA, soyons très clairs, quand on parle de l'Atlantic Council, le Conseil Atlantique, il est question de la CIA ou des informations, des renseignements américains. Il est question en fait de la désignation de groupes terroristes sur les Houthis. On se souvient, il y a quelques semaines, on avait nommé officiellement les Houthis comme étant un groupe terroriste. Des informations qui nous viennent donc des Américains qui sont assez intéressantes par rapport au gouvernement yéménite et sur ses influences. De la table des négociations à l'atout du Kremlin. Selon le Trésor, le commerce militaire des Houthis avec la Russie implique à la fois des importations et des exportations. Les renseignements américains, CIA, confirment que le GRU, l'agence militaire russe chargée des affaires étrangères, la CIA russe, opère désormais à Sanaa sous contrôle Houthi, sous couvert d'aide humanitaire, fournissant une assistance technique qui renforce les opérations militaires des Houthis. Donc, on relit la phrase tranquillement. Les Américains nous disent « Ouais, c'est les Russes qui sont au Yémen. C'est les services secrets russes qui jouent la marionnette avec les Houthis en faisant croire qu'ils sont là pour des prétextes humanitaires, alors que vraiment, ce sont les services secrets russes. Assistance technique qui renforce les opérations militaires des Houthis. And guess what? En plus, est-ce que la vie n'est pas ironique? De plus, des rapports relient le célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout à des opérations de contrebande d'armes au profit des Houthis. Ce Viktor Bout, en passant, qui a été échangé par l'administration Biden dans un échange de prisonniers contre Bridget Greiner, qui était cette basketballeuse américaine qui avait été emprisonnée en Russie. Si je me souviens bien, est-ce qu'elle avait du cannabis dans son sac ou dans son bagage ou quelque chose comme ça, une substance interdite. Citez-moi pas sur laquelle, ceux qui avaient été arrêtés sur un enjeu comme ça. On avait donc échangé les deux et ça avait fait controverse à l'époque, alors qu'on disait, franchement, normalement, on s'arrange au moins pour que le niveau des échanges de prisonniers soit un peu respecté. Si on a un agent de renseignement qui est emprisonné, on l'échange pour un autre espion. Si on a un ressortissant sportif, on s'arrange pour que ce soit un équivalence ou quelqu'un qui est emprisonné aux États-Unis qui pourrait être relâché, si on veut, sans conséquences stratégiques majeures. De relâcher Viktor Bout avait été déjà vu à l'époque comme une forme de concession énorme des États-Unis pour mettre fin à une espèce d'embarras politique. Cette histoire de Bridget Greiner, ça embarrassait beaucoup l'administration Biden. On a décidé de tuer ça dans l'œuf. On a échangé Viktor Bout et aujourd'hui, on découvre qu'il est actif au Yémen et que c'est lui qui passe les armes au service secret russe pour tirer sur les porte-avions américains. Fantastique. Alors,
Cette révélation révèle une nouvelle dimension de la relation entre les Houthis et la Russie qui s'étend au-delà des armes, aux touches et au capital humain. Un groupe djihadiste chiite zaïdite fournissant de la chair à canon, une dictature prétendument laïque illustre la faillite morale des deux parties. Merci, CIA. Si les Houthis exploitent depuis longtemps l'économie de guerre du Yémen, tirant profit de toutes sortes de pratiques, la contrebande de carburant, l'extorsion, les renseignements récents révèlent une source de revenus encore plus insidieuse. Selon le département du Trésor américain, le général de division et agent houthi Abdoulaoui Abdo Hassan al-Jabri dirigeait un réseau de passeurs recrutant des civils yéménites pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Vous avez bien compris ça? La Russie fournit des armes aux Yéménites, au Yémen, aux Houthis, devrais-je dire, pas aux Yéménites, pour frapper les Américains, non seulement à travers un passeur d'armes qu'on a libéré dans un échange d'armes un peu ridicule, mais on apprend maintenant que le Kremlin recrute des Yéménites pour aller se battre au front en Ukraine. Donc le Yémen qui a émergé vraiment d'outils de l'Iran a un asset de la Russie. Et c'est une relation complètement naissante. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, du moins pas aussi explicitement. Et ça semble être un peu ces nouvelles attaques contre les navires américains, alors qu'on est en négociation. Ça semble être un artefact, justement. On pourrait appeler ça une négociation par le feu. Les Russes sont en train de montrer qu'ils ont une carte de plus. En passant, on a un certain nombre de concessions qu'on demande. Non seulement on a l'Ukraine, on a aussi le Yémen. Tout ça est dans le même portrait. D'ailleurs, si on continue sur ce propos exact, on apprend aussi que les Américains, d'ailleurs, ont inclus le Yémen dans la négociation sur l'Ukraine, alors que M. Rubio et M. Sergei Lavrov, bien sûr le ministre des Relations étrangères de la Russie, se sont rencontrés, ou plutôt ont tenu une discussion spécifiquement pour discuter du Yémen et à savoir comment tout ça pourrait rentrer dans un éventuel cessez-le-feu. À dire, écoutez, si on fait la guerre en Ukraine, il faut aussi que ça s'arrête au Yémen. Et la Russie ne manque pas de mentionner ouvertement que ça fait partie de ses cartes à jouer. Donc, merci pour cette question absolument pertinente en lien avec le Yémen, la relation avec les Houthis, etc., qui dépasse maintenant largement l'Iran et qui vient vraiment se connecter avec tous ces autres dossiers qu'on a couverts aujourd'hui. Vraiment une revue de presse, on pourrait le dire, très organique, hein? Hautement connectée. Tous les dossiers, d'une manière ou d'une autre, nous ont fait passer au suivant sans vraiment qu'on s'arrête.